tous en boîte. Et maintenant, le spécialiste des rêves bleus et des bonnes étoiles, la coqueluche des Disneyphiles, le youtubeur qu'on ne présente plus, notre ami Mayolek. Bonsoir, je suis Mayolek, je suis Disneyphile, et merci à tous d'être venus si nombreux assister à cette review en live. Avez-vous jamais eu envie de voir tous les persos Disney réunis dans une boîte de nuit? Oui, c'est bien ce que je me disais. Eh bien, réjouissez-vous, cher public, car tout aussi improbable que ça puisse être, Disney l'a fait. Bienvenue dans le club le plus branché de Disney, tous en boîte. Qui ne connaît pas encore la boîte? C'est la boîte, tout le monde s'éclate. Ouais, j'y croyais pas non plus. En 2001, ils ont lancé la série Tous en boîte, où on suit Mickey et sa bande qui présentent tous les soirs divers numéros, ce qui en fin de compte n'est qu'une excuse pour diffuser leur nouveau cartoon. Le caractère atypique de cette série a sans doute été le facteur de son oubli rapide par le public. Certes, plusieurs épisodes sont encore trouvables sur YouTube. Ils sont recadrés. Plaît-il? Sont recadrés pour que l'image passe du 4 tiers au 16 neuvième. Ah, je crois que quelqu'un souhaite s'exprimer. Quelqu'un pourrait-il passer un micro à la dame en rose, table 3? Merci. Ce que j'essayais de dire, c'est que Tous en boîte, comme toutes les séries de son époque, est une série en 4 tiers. Aujourd'hui, vu que la forme des téléviseurs standards a changé, les séries animées sont en 16 neuvième. La personne qui a eu l'amabilité de mettre cette œuvre à disposition du public sur YouTube a cherché un moyen d'éviter le strike, mais plutôt qu'inverser l'image ou la rétrécir, elle s'est dit que ce serait perturbant pour un spectateur de la nouvelle génération de voir un dessin animé avec des bandes noires sur le côté, et a recadré l'image de manière à ce qu'elle soit en 16 neuvième. J'en profite pour vous exprimer mon incompréhension sur la réticence que la plupart des gens aujourd'hui ont vis-à-vis des bandes noires. Quand j'étais petite, on regardait des films en 16 neuvième sur l'écran 4 tiers de la télé et personne n'y voyait aucun inconvénient. Des Eton en faisait même un gag. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons pensé vous présenter ce spectacle sur écran large. Mais exceptionnellement aujourd'hui, nous vous l'offrons sur super grand écran géant de luxe. Aujourd'hui, les bandes noires, ça semble être devenu un crime contre l'humanité. Surtout quand il s'agit d'enchaîner dans la même vidéo des extraits en 4 tiers et des extraits en 16 neuvième. La plupart des vidéastes que je regarde prennent le parti d'ajouter des fonds d'écran immondes en arrière-plan, qui perturbent et empêchent de profiter de l'extrait au centre. Ok, là encore c'est sans doute pour éviter le strike. Mais ce n'est pas l'apanage des vidéastes. L'animé One Piece fait ça quand il doit faire référence à des épisodes qui ont été animés dans un autre format. D'ailleurs, maintenant que j'y songe, la solution qui consiste à recadrer non plus, c'est pas l'apanage des amateurs. C'est arrivé à la série Valérian et Laureline lors de sa sortie en DVD. Si personne n'a eu la présence d'esprit de conserver ces enregistrements de la série lorsqu'elle est passée à la télévision, ça veut dire que la version originale de cette œuvre est perdue à jamais. Oui, j'emmène toujours mon coffret Valérian et Laureline quand je sors. Tu fais perdre du temps à tout le monde avec tes digressions. Ce que mon ami essaye de dire, c'est que la série Tous en boîte ne se prêtait vraiment pas à être coupée. Les cartons-titres sont conçus pour occuper la totalité de l'image, les détails cachés dans le fond du décor sont un ressort important de l'humour, et beaucoup d'indications écrites sont placées en haut et en bas de l'image. S'il y avait bien une seule série qui ne devait pas subir ce recadrage, c'est bien celle-là. En effet, merci pour cette remarque pertinente. Les détails glissés dans l'image sont en effet très importants, mais... une minute, c'est pas de ça que je suis censé parler tout de suite. Où est-ce que j'en étais, moi? Les épisodes trouvables sur YouTube. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a plus beaucoup d'occurrences sur Internet, et c'est assez dommage parce qu'en soi, c'est une idée plutôt recherchée juste pour montrer ces nouveaux cartoons. Ils auraient pu se contenter de bêtement les présenter, ou d'y mettre un semi-effort comme sa cartoon ou F3X en redoublant des images préexistantes. Ou faire interagir un présentateur filmé sur écran vert avec les personnages de dessins animés, en insérant des répliques de dessins animés qui, hors contexte, ont l'air de lui répondre, comme le Warner Studio. Moi j'aimais bien F3X. On leur a laissé le micro en fait, mais ils sont allés jusqu'à créer du dessin complètement inédit et un petit scénario à chaque fois. Au point où ça en éclipse un petit peu les cartoons que ça veut promouvoir. Non, sérieusement, regardez-moi cette intro et dites-moi que vous préféreriez voir des cartoons sur Mickey ou Donald plutôt que ça. Attends, laisse le monsieur parler. Non, je vous en prie, faites-nous part de vos sentiments. Eh bien, très sincèrement, la première fois que j'ai entendu parler de la Ligue des Justiciers, j'ai pensé, c'est une blague ?
Pour moi, il tombait sous le sens qu'on ne mélange pas des personnages qui ne vont pas ensemble, qui appartiennent à des types d'histoires très différents. Et autant Mickey, Donald et Dingo, ils appartiennent au même registre, autant Mulan, Pocahontas ou le Seigneur des Ténèbres, a priori, ils ont rien à faire dans un cartoon. D'autant qu'ils n'ont pas spécialement cherché à homogénéiser les styles graphiques et qu'ils ont à peu près respecté les échelles de taille. À peu près. Le côté incongru du truc aurait sans doute dû servir à ce qu'on considère les cartoons comme l'élément sérieux et principal de la série, et les interludes comme des petits sketchs pas très importants. Le souci, c'est que c'est ce même côté incongru qui fait qu'on est plus marqué par ces scénettes improbables que par ces cartoons somme toute très classiques. Qu'on se comprenne bien, les cartoons en question sont de bonne facture. L'humour est surtout basé sur la gestuelle. Disney veut montrer qu'il sait faire de la belle animation. Ouais, enfin, il veut montrer qu'il sait faire de la belle animation, mais pour la VF, les textes ne sont pas traduits quand il bouge et pas lus par une narration comme dans les Animaniacs. Règlement de la classe, pas parler, pas bouger, pas rire, pas rock'n'roller, pas regarder la télé, pas de chien, pas de camping, pas de pêche, rien du tout. L'envie de frimer en faisant de belles performances, ça ne survit pas à la traversée de l'Atlantique. En tout cas, les cartoons, c'est en général des successions de cascades, et la blague est souvent expliquée. Pour des adultes, et après avoir vu les Animaniacs, c'est sûr que ça paraît un peu fade. Mais je me souviens très bien que ce type de cartoon à la Disney marchait sur moi quand j'étais petite, surtout ceux avec Dingo. Et franchement, s'il s'agit d'occuper les enfants pendant qu'on prépare à manger, ce sera toujours un meilleur dessin animé que Quoi de neuf Scooby-Doo. Oh, pardon, nous vous avons encore interrompu. Ce n'est rien, le public réagit, c'est formidable. On retrouve le caractère marquant de nos personnages iconiques dans des histoires cocasses qui se suivent bien, malgré certains détails un peu bébêtes à mon goût. Nous avons envoyé la balle de baseball au laboratoire et là-bas, on a découvert une preuve tout à fait intéressante. Oui, comme on est dans un cartoon pour enfants, les flics peuvent bien être des abrutis finis. Moi j'ai trouvé ça rigolo. Mais la majorité des gags font sourire, c'est parfaitement inoffensif et ça fait passer un assez bon moment. Mais peut-être que nos invités de la table 3 aimeraient rajouter quelque chose. On voudrait pas abuser. On vous a beaucoup interrompu déjà. Au point où j'en suis, je veux dire, je suis toujours ravi d'avoir l'opinion du public. Nous vous écoutons. Ouais, nous disions que ces cartoons marchent beaucoup par familiarité. Les premiers ne font pas rire plus que ça, mais on les apprécie au bout d'un moment, comme s'il fallait être mis dans le bon état d'esprit. On rit parce que ce sont un peu comme des petits sitcoms. L'intérêt, c'est de retrouver toujours les mêmes travers chez nos personnages et d'explorer les différents panels de situations qui peuvent découler de ces travers. D'ailleurs, les plus drôles sont ceux de Donald et Daisy, qui sont les personnages les moins héroïques et gentils. Ce sont des cartoons parlants. C'est d'ailleurs un peu ballot parce que comme toujours avec Disney, la musique est plutôt bonne dans les cartoons. Et parce que les situations de base sont souvent assez simples. Donald et un ours qui se disputent un poisson, Minnie qui essaye d'entrer chez Daisy pour lui apporter une tarte aux pommes. Tout ça ne nécessite pas vraiment de dialogue. Limite, ce serait mieux s'ils étaient muets. Mais non, ils sont parlants. S'agissant de cartoons parlants, comme des cascades pour montrer qu'on fait de la belle animation, ça ne suffit pas. Il fallait bien viser un humour façon sitcom. Et bon, le sitcom, ça marche par addiction sur le long terme. Ça, pour être un sitcom, c'est un sitcom. Et comme c'est un sitcom, il y a toujours l'inévitable personnage énervant dont on se demande pourquoi il a été créé. Vous savez, ce rival du héros qui ne sert pas à être drôle, qui ne sert pas à être craint, qui est juste un nuisible là pour qu'on le déteste et qu'on aime le héros en comparaison. Sans compter que l'enjeu du cartoon est souvent d'impressionner son ou sa partenaire et de gérer les tiers qui se mêlent des affaires du couple. Le reste du temps, c'est les héros qui cherchent à s'en sortir dans leur métier du jour. Quelquefois, il s'agit d'une histoire d'amitié plutôt que de couple, mais ça reste la description amusante du quotidien de gens ordinaires. Bon, mais il y a quand même encore des morceaux de musique classique orchestrés par Minnie et des tutoriels de Dingo. Très important ça, les tutoriels de Dingo pour les cartoons Disney. Puis-je ? Mais bien sûr, vous êtes déjà bien aimable de nous laisser parler pendant votre spectacle. Il y a plusieurs références aux anciens cartoons Disney plutôt sympathiques et même parfois quelques rediffusions d'anciens classiques qui tiennent encore le coup aujourd'hui. Est-ce que la table 3 a quelque chose à rajouter ? Non. Si. Certains cartoons sont carrément le remake d'autres cartoons plus anciens. Les changements faits par le remake ne rendent le cartoon ni plus drôle ni moins drôle, du coup on se demande à quoi ça sert de les avoir refaits. À faire une nouvelle version avec une meilleure qualité technique sans doute. Plausible, mais bon. La comparaison des deux amène le spectateur à se dire que la qualité était déjà bien assez bonne dans l'original et n'avait pas besoin d'être améliorée. Quoi qu'il en soit, s'il n'y avait que ça, je n'aurais pas grand-chose à dire de cette série. Ce qui la démarque vraiment, c'est le cadre qu'elle instaure. Complètement d'accord. Évidemment. C'est bien pour ça que je parlais des détails dans l'image qui sont hyper importants. Les personnages qui apparaissent dans le décor sont tellement nombreux et variés qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et pour les reconnaître tous, faut une sacrée culture Disneyphile.
ou maîtriser à fond l'art de la recherche Google pour identifier un personnage Disney qu'on connaît pas. Ce qui est indispensable parce que leur caméo s'accompagne souvent d'une private joke que seuls les vrais fans comprendront. Heureusement qu'il y a toujours assez de mots-clés pour qu'on puisse chercher à quel obscur court-métrage le personnage qu'on vient de croiser appartient, sinon on serait sûrement largué. Il y a quand même un bon équilibre entre les personnages très connus et les personnages pas connus. Et entre les personnages d'anciens et de nouveaux Disney. Toutes les générations de Disneyphiles y trouveront leur compte. En fait, c'est encore plus simple que ça. Tous les personnages Disney sont là-dedans. Tous. Il me semble. Enfin, ceux qui existent jusqu'à la sortie de Mulan. Vous attendez pas à voir Réponse ou Elsa. Et puis aussi à aucun Pixar. Problème de droit ou bien c'était trop difficile de redessiner des persos 3D en 2D. Je dis ça parce que ça a pas trop été un problème pour une certaine série. Vous êtes même arrivé à dessiner des persos live action. C'est facile, c'est une voiture. J'attends toujours le caméo de David Tomlinson. C'est faisable de passer du live à l'animation et vice versa, ils l'ont fait dans Il était une fois. Mais ça l'aurait pas fait. Choupette a sa place dans cette série parce que c'est une voiture qui bouge, il y a un truc, c'est totalement une performance de mise en scène. David Tomlinson, s'il est génial, c'est pas grâce au studio Disney, c'est parce qu'il est David Tomlinson. Mais le but de la série n'est pas uniquement de rendre hommage aux performances des studios Disney. Il y a quand même un peu d'autodérision dans leurs gags. Tu trouves? Il était une fois, c'était auto-parodique de la part de Disney. Tous en boîte, c'est surtout auto-référencé. Alors ok, ils insistent pas plus que ça sur combien ils ont toujours été formidables, mais c'est une série qui part un peu du principe que c'est toujours le même public qui les suit depuis les années 30, et va adorer qu'ils rappellent à quoi ressemblaient Mickey et Dingo dans leur jeunesse. Écoute, j'aurais besoin que tu m'emmènes à l'aéroport demain matin à 6h. À 6h? Mais tu es dingo! Et tu me dois un service. Tu te rappelles, je t'ai aidé un jour il y a des années de ça. Merci de m'avoir aidé, Dingo. Je te revaudrai ça. Oh, c'est rien, je t'en prie. Si, j'y tiens. Je te revaudrai ça. Même s'il faut te conduire à l'aéroport à 6h du matin. J'étais pas née dans les années 30, mais j'ai effectivement adoré. En tout cas, c'est une série destinée à un public déjà acquis. On y est entre complices, les créateurs et nous, et comme ils savent qu'on aime beaucoup ce qu'ils font, ils ont pas peur de montrer qu'eux aussi ils aiment beaucoup ce qu'ils font. En tout cas, voir tous ces personnages interagir, ça a un vrai côté irréel et assez trippant en soi. Après, faut pas rechercher une quelconque plausibilité dans cet énorme crossover, hein. Mais on n'en cherchait pas. C'est des souris anthropomorphes qui côtoient des humains normaux dessinés, et le respect des rapports de taille est parfois aléatoire. La plausibilité n'est peut-être pas la préoccupation essentielle des auteurs. C'est rien de le dire. Certains persos semblent en avoir fini avec l'histoire de leur film, ou pas. Scar qui est toujours en vie alors que Simba est adulte et avec Nala, même remarque pour Maléfique alors qu'Aurore et son prince sont ensemble, etc. Est-ce que Belle mange avec Gaston là? Personne ne s'incruste à dîner comme Gaston. Ce n'est pas tout. Et vous appelez ça de la magie? Laissez-nous rire. La fée bleue a des pouvoirs de ce genre maintenant. Heureusement que Pinocchio n'a pas menti à plusieurs reprises dans son film. Qui sait ce qu'elle aurait pu lui faire? Pendant un moment, on s'est demandé si ces personnages qu'on voit dans le public sont les personnages des productions animées Disney ou les acteurs toon qui ont incarné ces personnages tels qu'on les voit dans Roger Rabbit. Mais la série prend la peine de nous montrer que c'est bien eux, du moins qu'ils ont bien la personnalité de leur rôle. Où est-il? Ce tailleur n'est jamais là quand il faut. Ça, ce n'est pas si simple à déterminer. Les personnages sérieux parlent très peu. Quant aux personnages comiques, ils jouent peut-être le rôle en permanence comme font parfois les humoristes. À ce sujet d'ailleurs, il est à noter que Catherine Beaumont, la comédienne qui double Alice à l'origine, a repris son rôle 50 ans plus tard dans la série. Et c'est d'autant plus incroyable qu'Alice n'a que quelques répliques ici et là. Ah, je me sens mieux comme ça. Les bizarreries qui découlent du mélange d'univers n'ayant rien à voir entre eux passent encore. On s'attend pas à ce que ce soit crédible. Ce qui demande d'avoir une plus grande tolérance à la licence artistique de la série, c'est le cas des personnages qui sont apparus dans différentes productions et ont eu plusieurs versions d'eux-mêmes. Clarabelle par exemple. Dans ses premiers cartoons, elle était en couple avec Horace, vous savez, le cheval. Il joue le rôle d'ingénieur son dans la boîte de Tous en boîte. Ensuite, Horace a disparu des cartoons et Clarabelle est devenue la love interest de Dingo. Elle l'est toujours dans les cartoons de Tous en boîte d'ailleurs. Mais dans le contexte de la boîte, comme Horace et Dingo coexistent, Clarabelle court 2 lièvres à la fois, dont un est un cheval et l'autre est un chien. On fait pas ça dans un Disney. Ça compte pas! Bah, c'est la seule incongruité, si on peut vraiment appeler ça une incongruité. Bon, on peut voir tour à tour dans le décor la Ariel sirène et la Ariel humaine, mais le personnel du staff est cohérent avec lui-même. Chaque membre est une seule des 36 000 versions de lui-même et le reste toujours. Riri, Fifi et Loulou sont toujours les ados de Quack en Vrac. On ne verra jamais apparaître les versions enfants sur la scène. Et Daisy sera toujours la Daisy aux cheveux longs.
Des cheveux longs sur un canard. Malgré tout, ça reste assez hallucinant à voir, dans le bon sens du terme. Tous ces personnages connus qui entrent, qui sortent, qui ont parfois un petit rôle, parfois un rôle plus important. Et comme l'ont fait remarquer nos invités de la table 3, le nombre de références complètement jouissif pour tout fan de Disney. Ça a beau ne pas chercher loin, c'est difficile de ne pas avoir un petit fou rire quand on connaît le matériau de base. Ces moments-là ne manquent pas et représentent les passages les plus mémorables de cette série. Tu ne croiras jamais ce que Clarabelle a dit à Donald qui m'a dit... Qu'est-ce que tu fais? Hey, devinez ce que Clarabelle a dit à Donald qui a dit à Daisy qui m'a dit. Eh bien, tu retournes dessus. Bizarre qu'Aladin ne joue pas un rôle dans ce téléphone arabe. Oh, ça va, c'est pas plus nul que les jeux de mots dans cette série. C'est Pégase ou bien c'est plein gaz? Après ce film, vous direz tous, je n'ai jamais autant ri. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Chère batterie, nous vous avons chargé. Complètement. C'est le jeu de mots le plus nul que j'ai jamais entendu. Et ça n'a même pas l'excuse d'être un ajout de la VF comme dans Mr. Mask. La blague est réellement dans la version originale et a dû être retranscrite en VF. On sent le désespoir des traducteurs face à ce calembour. Il faut bien savoir que c'est là depuis le début de l'épisode. La batterie est déchargée et c'est après que Minnie a eu une révélation qu'ils se disent « Ben tiens, et si on jouait sur les mots ?» D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois que ça se produit. Alors, cher thermostat, où sont les $10 que tu me dois? Oh, tiens, je te devais $5. Quoi? J'attends le reste. Désolé, je ne marche pas. Oh non, je ne marche pas. Apparemment, l'alimentation du club fonctionne à l'homonymie. Et quitte à parler des défauts... Les calembours bidons, c'est un art, pas un défaut. Quitte à parler des défauts, je ne suis pas particulièrement fan des reprises de chansons dans cette série. Pense à quelque chose d'agréable. Quelque chose d'agréable. Comme naviguer sur les flots bleus ou des hits faisant les 12 yeux, ça suffit pour quitter le sol. Tu t'envoles. Oh Mickey, je voudrais être comme vous. Je veux chanter comme vous, plaire comme vous. C'est nous les braves caballeros. On aime chanter et danser, bondir de tous côtés, tout en faisant de la musique. Écoutez, j'apprécie correctement la voix inintelligible de Donald. Globalement, son niveau d'intelligibilité se situe pile entre Scooby-Doo et Kenny de South Park. Mais on arrive à suivre. Tu parles, je suis obligé de te traduire ces répliques à chaque fois. Mais faut avouer que si un canard pouvait parler, ça ressemblerait probablement à ça. Et puis l'intérêt de cette voix, c'est qu'il peut gueuler tout le temps sans être antipathique. Donald est une oie en réalité, on le découvre grâce à Clarabelle. Ça change pas grand chose côté diction. En tout cas, je n'ai rien contre cette voix. Je trouve même qu'elle peut amener à de très bons moments comiques. Donald, je suis désolé, je n'ai rien compris. Mais ce n'est pas une voix faite pour le chant. Donc arrêtez ça. Allez-vous nous présenter tous ces adorables amis? Bonjour, Donald Sérieusement, Disney, arrêtez ça. En dehors de ça, les intrigues autour du club sont aussi mignonnes à suivre que celles des cartoons qu'ils montrent, avec malheureusement là aussi des moments un peu trop concons pour moi, comme dans cet épisode où personne ne voit que Dingo et le héros Super Dingo sont une seule et même personne. Dingo, connais-tu un moyen de contacter Super Dingo? Bon, je sens que la table 3 a encore envie de dire quelque chose. Moi, ce qui me pose problème, ce n'est pas que les personnages soient concons, c'est que les gags autour de leur nunucherie ne sont pas toujours assez drôles pour que ça ait un intérêt qu'ils le soient. Bon, après, le gag autour de Clark Kent qui est méconnaissable avec des lunettes, ça a beau pas être encore archi éculé, ça marche toujours un peu par familiarité. Je veux bien admettre que ça a déjà été mieux parodié, mais moi, l'épisode de Super Dingo m'a fait rire.
Bon, il faut dire que j'étais un peu perturbée de voir Dingo avoir une érection dans le cadre. Putain, mais t'as l'esprit tellement tordu. Reconnecte, y a pensé. Moi, j'y ai pensé. Non, moi, l'épisode où la connerie des personnages m'a embarrassé, c'est l'épisode du rendez-vous galant de Max. Il craint que son père ne gâche son rendez-vous, alors tout le staff de la boîte s'engage d'une part à tenir Dingo à distance, et d'autre part à faire en sorte que le rendez-vous se passe bien. Du coup, c'est eux qui s'en mêlent, qui le gâchent, et ce n'est pas drôle. Et du coup que c'est pas drôle, c'est énervant. Mais le problème n'est pas que les personnages soient bêtes, le problème est que ce n'est pas drôle. L'humour n'est pas quelque chose d'universel, du coup dire que ce n'est pas drôle, ce n'est pas une affirmation très objective, mais on a vraiment le sentiment que le gag c'est juste ça. Les amis de Max lui gâchent le rendez-vous parce qu'ils sont bêtes. Si c'était le prétexte à des échanges de répliques amusantes ou de gamelles spectaculaires, je dis pas, mais non, le gag c'est vraiment juste qu'ils sont bêtes. On est censé s'en contenter. Les enfants s'en contentent très probablement. La série ne songe pas au plaisir de la babysitter qui regarde avec les enfants, mais faut pas oublier que se soucier de la babysitter, c'est une grâce que certaines séries nous accordent et en aucun cas une obligation à laquelle elles sont tenues. Wunschpunch a prouvé qu'on pouvait n'avoir pas d'autre ambition que de faire une œuvre pour enfants, mais considérer ça comme une ambition énorme. Les gags de Tous en boîte ont beau être que les personnages sont bêtes, ils sont souvent élaborés du point de vue de l'animation, à défaut de l'être du point de vue du scénario. Bon après, les gags ne sont pas forcément aussi imaginatifs que ceux de Phineas et Ferb ou ceux des cartoons de la Warner Bros. Mais là aussi, pour des enfants, c'est amplement suffisant. Phineas et Ferb, même si c'est aussi Disney, c'est quand même un sommet qu'on n'est pas tenu d'atteindre à chaque fois. Et la Warner Bros s'est spécialisée dans le cartoon depuis suffisamment longtemps pour être passé maître dans l'art. Vieux gag, nouvelle version. En fait, c'est surtout gênant parce que c'est inégal. Du point de vue de l'humour, on se pose vraiment la question du public cible. Les gags sont essentiellement des gags de gros peu élaborés et des calembours qui mettent 20 minutes à se mettre en place, mais parfois, au milieu, il y a des blagues vraiment très perchées, et pas forcément compréhensibles par les enfants. Tous les services de comptabilité ont été exécutés par Mathemagic Service. La prochaine fois que vous faites une erreur de calcul, visitez Mathemagic Land. Nous multiplierons pour vous les attentions et nous vous soustrairons aux affres de l'erreur comptable. Mathemagic Land, Anglave numérique et Racine. Téléphone 3 14 15 92. Quoi qu'il en soit, je trouve que leur minucherie est gavante par moment. Fais du cartoon, donc pas de problème si tous les gens sont débiles parfois, gna gna gna. Puis Super Dingo n'est mentionné dans aucun autre épisode, mais on va laisser couler pour la continuité. La quoi? Oh, y a rien d'incongru à parler de continuité pour la partie en boîte de Tous en boîte. Ok, on pouvait parfaitement s'en passer, et ok, les invités en sont exclus, vu qu'il peut y avoir aussi bien Aladdin pauvre qu'Aladdin prince dans le public. Mais il y a quand même des éléments de type sitcom qui se retrouvent d'un épisode sur l'autre. Donc oui, à la base, on n'avait pas besoin d'une continuité, mais une fois ces éléments installés, le fait qu'il n'y en ait pas pose un léger problème. Pas gênant, mais quand même. Chacun de nos personnages iconiques Disney a son propre rôle défini dans cet endroit, qui lui correspond bien. Leurs personnalités sont reprises fidèlement, et à plusieurs reprises, l'intrigue suit un thème en rapport avec les cartoons diffusés. Sans compter les moments où l'intrigue du cartoon se continue dans l'intrigue de la boîte. J'apprécie particulièrement l'effort de récompenser ceux qui suivent en créant plusieurs fils rouges et gags de répétition. O'Malley et les chats de gouttière, dont on nous promet sans cesse le numéro, mais qui seront tout le temps décommandés. Une vraie arlésienne. Riri, Fifi et Loulou qui changent constamment de nom de groupe. Mais d'abord, on applaudit très fort le trio Firilou. Nous ne sommes plus le trio Firilou. Maintenant, nous sommes les citrouilles éclatées. Au passage, je regrette un peu que l'intrigue autour de Pat qui veut faire fermer le club n'ait duré qu'une seule saison. Il y a aussi la jalousie de Donald qui est copropriétaire de la boîte mais aimerait bien être aussi populaire que Mickey et présenter le spectacle, ou Daisy qui rêve d'y faire un numéro mais n'a aucun numéro de prêt. C'est pas par manque de talent, la fois où elle annonce que c'est elle qui a écrit le cartoon du jour, il est plutôt bon. Tout ceci donne une vraie personnalité à cette série. J'avoue que par son côté puéril assez fréquent, elle cible davantage les enfants, mais il y a assez de références pour les fans Disney et d'éléments récurrents sympathiques pour accrocher un peu les plus âgés. C'est une série pour les plus jeunes et pour les fans hardcore de Disney, qui aura sans doute du mal à toucher le public le moins averti, mais qui est quand même appréciable. Est-ce que j'aurais souhaité un crossover plus sérieux et épique entre tous nos persos Disney? Oui, mais pour une petite distraction sans grande ambition, on voit que les efforts sont là, et je ne regrette pas d'avoir suivi cette humble série qui n'en demeure pas moins plutôt fun. Table 3, quelque chose à rajouter? Oui, ça mérite qu'on s'en souvienne. Si vous le dites, bonsoir et à demain, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Cet épisode vous est présenté par Crossoverboard, la machine du futur pour vos prochaines collaborations. Et maintenant, voici la petite souris qui a fait des culottes rouges, des chaussures jaunes et des gants blancs, un art de vivre, notre ami Mickey. Tous nos masques sont équipés de 2 airbags à l'arrière. Oh, je la connaissais bien avant toi. Ils me l'ont chanté continuellement pendant mon enfance.
Dites-moi un peu, que font donc tous ces gens autour d'eux à gâcher leur soirée? Bah, si on me cherche, je suis toujours capable de tirer entre les deux yeux d'une mouche. À condition d'avoir le soleil dans le dos. Et que la mouche soit du genre bien dodue. Si vous racontez ça dans votre histoire, personne n'osera venir sur notre île. Nous avons à discuter, lui et moi, de certains sujets. En effet, j'en ai bien l'impression. Mais on m'a dit aussi que tu as dit que nous serions tous mieux sans elle. Ceux qui cherchent la pierre philosophale, ceux-là ne trouvent que malheur, haine et désespoir. L'humanité n'est sans doute pas prête pour cette fameuse pierre philosophale. C'est bien trop tôt. Qu'est-ce que c'est encore que ce chahut? Tout ce qui l'intéresse, ce sont ces cornichons de chevalier, ces quêtes ridicules. Toi, jetez à l'œil, la souris. Désolé de vous décevoir, mais nous avons déjà un laveur de carreaux. Surtout, n'oubliez pas, éloignez les loups de vos portes et de votre joli logis, et vous ne risquerez rien. Rien n'interdit de penser qu'il existe quelque part dans l'espace une civilisation avec des moyens techniques insoupçonnés. Viens me rejoindre dans mon antre de feu, je te torturerai avec amour, et ça me donnera des idées pour répandre le mal sur la terre. Ah tcha tcha, trouve-toi une fille, c'est facile, regarde un peu comment font les pros. À l'exception de Goliath, on n'a pas de nom, nous. C'est mon frère. Oh oui, j'ai rendez-vous avec Roxane. Et ne le répétez à personne, mais elle veut passer la soirée ici. Vous avez été choisi pour recevoir la casquette. Je suis pas gros, c'est sûr que t'es amoureux d'elle parce que tu vomis chaque fois qu'elle discute avec toi. Bienvenue dans le club le plus branché de Disney, tous en boîte. Qui ne connaît pas encore la boîte? C'est la boîte, tout le monde s'éclate. On attend vous pour casser la baraque. Le rock'n'roll attaque et tout le monde craque. Ce soir y'a foule, on est super cool. Ça baigne, ça roule, alors tous en boîte. Il faut bientôt commencer. On a compris que vous venez vous installer. Invitez les copains à la ronde. Il y a de la place pour tout le monde. C'est le délire, on va faire la fête. C'est génial, on en perd la tête. Hey baby, on va danser comme des fous. Jusqu'à l'aube, la nuit est à nous. On attend vous pour casser la baraque. On est rock'n'roll, alors tous en boîte.